très content de vous voir si nombreux. Pas nombreux, heureusement. Merci, monsieur le parrain. Merci beaucoup. Alors, merci d'être venu à cette conférence. Je vais vous donner quelques petites indications pour commencer. Je vais faire un format assez court pour qu'on ait un temps d'échange, une petite heure de présentation. Qu'est-ce qui me pousse à faire une conférence aujourd'hui? C'est un livre que j'ai publié l'année dernière. Et un certain nombre d'interventions que j'ai pu faire à la fois dans des journées pédagogiques dans des établissements scolaires et aussi dans des formations universitaires dédiées à des enseignants, notamment des enseignants spécialisés, qui m'ont fait me dire que finalement c'était peut-être bien aussi de parler peut-être à des parents, pas seulement à des enseignants, même si c'est bien d'entrer des enseignants, et puis qui m'ont poussé aussi à vouloir un petit peu plus parler du livre que j'ai écrit, parce qu'à chaque fois, c'est des rencontres fructueuses et ça nourrit des échanges, des réflexions et parfois même des projets. Alors, je voulais je vais vous parler des élèves HPI en classe spécifiquement. On pourrait ouvrir sur d'autres problématiques. Pourquoi en classe spécifiquement? Parce que c'est par là que je suis venu à ce sujet. Donc moi, je suis un professeur de lettres-histoire à l'origine, au lycée professionnel. Je suis un enseignant spécialisé, donc j'ai fait une formation pour la prise en charge des troubles cognitifs. J'ai été coordinateur d'un dispositif de réussite éducative. Donc c'était un dispositif de prévention du décrochage scolaire sur la rive droite à Brest, dans l'enseignement catholique. Donc c'était un poste qui était hors la classe, sur un bassin de, je crois que c'était 2009. Collège-lycée. Alors je suis en disponibilité depuis 2017. J'ai publié ce livre-là l'année dernière, mais j'avais travaillé pendant une dizaine d'années sur ce sujet-là. Donc j'ai été collaborateur politique pendant un quinquennat, je ne le suis plus aujourd'hui. Et aujourd'hui je suis cadre dans l'industrie. C'est un peu loin de l'éducation, mais pas tant que ça finalement, parce que les questions de management poussent à réfléchir aussi aux profils différents des uns et des autres et à la manière de mieux se comprendre. Alors là, je vais peut-être un peu vous interroger. Y a-t-il beaucoup d'enseignants dans la salle? J'imagine qu'il y en a quelques-uns. Je ne dénoncerai personne. Ok, super. Sinon, peut-être des parents concernés qui se posent des questions. Ok, super. C'est pas un interrogatoire, c'est juste pour savoir comment caler mon intervention en fonction de vos attentes. Peut-être aussi des professionnels aussi. Il y en a d'autres qui cochent toutes les cases, donc c'est formidable. Non, tout ça pour ne pas foncer des portes ouvertes et redire des choses qui sont peut-être des évidences pour vous si vous connaissez ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui m'a conduit là? Moi, dans ma pratique professionnelle d'enseignant spécialisé en charge du décrochage scolaire, il m'est apparu qu'un grand nombre de ma clientèle, avec toutes les guillemets qui s'imposent, avait un profil un peu particulier, que parmi les élèves, notamment au lycée, qui étaient en situation de décrochage, il y avait quand même beaucoup de profils de jeunes à haut potentiel, et que ça interrogeait en tout cas l'institution d'une part, la classe, et puis l'enseignant que j'étais sur la bonne approche pour aider ces jeunes-là à ne pas décrocher. Alors, bon, moi, mon sujet, c'est quand même le décrochage scolaire. C'est pas le HPI en général. C'est pas le HPI dans une entrée ou une lecture non plus psychologique. C'est plutôt vraiment la problématique scolaire. Pourquoi? Parce que c'est la fenêtre à partir de laquelle j'ai observé ce sujet. Et c'est à partir de là aussi que j'ai réfléchi à des solutions que j'ai mises en place. Alors, bon, premier écueil, et je pense que vous connaissez cet écueil-là, c'est celui de la terminologie. La terminologie, elle est fluctuante, elle est mouvante. On entend parler de l'IP, c'était la terminologie des textes officiels de l'éducation nationale, dans les circulaires. Élèves intellectuellement précoces. Donc il y avait un rapport, le rapport de Noblier, qui parlait des élèves intellectuellement précoces.
Alors cette terminologie, elle a un petit peu évolué au fil de la communication institutionnelle de l'éducation nationale. Aujourd'hui, dans les circulaires de rentrée, on parle des HPI, élèves HPI, HPI. Mais le texte officiel parle encore d'élèves intellectuellement précoces. Alors, précoce, c'est un peu embêtant parce que ça signifierait que les choses ne durent qu'un temps. Qu'en vieillissant, dans les plus précoces, tout le monde rattrape tout le monde et il n'y a plus de différence substantielle. Or, cette particularité-là, elle va se poursuivre toute la vie. Et puis aussi, c'est un problème de perception, c'est-à-dire qu'on se dit que ces jeunes, ils vont très vite, ils vont trop vite, et c'est associé souvent à une logique de saut de classe. Donc c'était une philosophie à l'époque de traitement de ce sujet, qui à mon avis est complètement dépassée. HPI, c'est le terme consacré, mais il n'est pas non plus absolument exempt de critique, mais c'est celui que j'utiliserai et que j'utilise moi, parce qu'il me paraît plus équilibré. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de potentiel. Le potentiel, il est réalisé ou il n'est pas réalisé. On va avoir des gens qui sont performeurs, et des gens qui vont être sous-performants ou sous-performeurs, pour qui il sera difficile de parler de précocité, mais sur certains sont même en retard. Puisqu'on va rencontrer dans le pays des rôles blancs aussi une part non négligeable des zèbre, alors zèbre, on le rencontre dans une littérature d'origine qui vient de la psychologie clinique. C'est un terme introduit par Jeanne Siofachin. Je ne l'aime pas non plus parce que c'est un peu une marque finalement, c'est un peu une démarche commerciale, et puis ça ne dit pas vraiment de quoi on parle. Puis pourquoi zèbre, pourquoi pas cheval, ou hamster, ou hérisson, je ne suis pas convaincu. Donc je me tiens vraiment à la terminologie HPI. Et j'ajouterais d'ailleurs que quand on s'intéresse un peu à la littérature produite sur ce sujet, quand on parle des zèbres en général, on rentre dans quelque chose de beaucoup moins circonscrit scientifiquement. C'est-à-dire qu'on se reconnaît zèbre, puis on se dit qu'on est zèbre, et puis voilà. Ce sujet, il nous interroge tous parce qu'il pose la question de l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose qu'il est extrêmement difficile de définir. Je dirais même qu'il n'y a pas de définition universelle et unanime de l'intelligence. Le premier psychologue qui a fait des tests d'intelligence, c'est Alfred Binet. Et il avait cette pirouette très intéressante quand on lui demandait de définir l'intelligence. Il disait l'intelligence, c'est ce que définit mon test. C'était une manière pour lui de ne pas répondre à cette question parce qu'il savait qu'en réalité, il est extrêmement difficile de répondre à cette question. Alors l'intelligence, la définition qu'on en donnera, elle sera située historiquement, elle sera située culturellement. Les anglo-saxons, notamment les Américains, enfin aux États-Unis en tout cas, on parle de gifted. Gifted, là aussi, il y a une part culturelle importante. Et puis dans la définition qu'eux vont en donner, ils vont souvent ajouter gifted and talented. Donc les doués et talentueux. Et ils vont intégrer finalement dans cette population-là les jeunes qui font des réalisations créatives, artistiques, hors du commun. Et on se rend compte finalement qu'ils ne vont pas le circonscrire de la même façon. Donc tout ça pour dire que ces représentations, elles sont évolutives. Les définitions qu'on peut en donner aussi, elles sont situées dans des approches théoriques, dans des écoles philosophiques. Moi, mon approche théorique, elle est plutôt du côté des sciences cognitives, mais il existe des grilles de lecture du haut potentiel en psychanalyse, en biologie, en sciences sociales, en sociologie. Et sans exclure les unes ou les autres, parfois il y a des controverses. Moi, la mienne est plutôt située dans les sciences cognitives, mais c'est enrichissant de faire dialoguer ces différentes approches. Alors, moi, je veux donner une lecture un peu nuancée de ces questions, parce qu'on est quand même confronté souvent à des représentations fantasmagoriques qui sont souvent très exagérées. Vous avez peut-être regardé sur le documentaire dans le spécial passé la semaine dernière sur le potentiel. Oui, vous l'avez vu? Moi, j'ai pas du tout aimé.
J'ai fait un rattrapage cet après-midi parce que je ne l'avais pas vu et on m'en a parlé et je me suis dit, il faut que je le voie. Ouais. Vous n'avez pas aimé du Non, tout? du tout. Moi non plus, parce qu'en tant qu'enseignant, ça m'a un peu dérangé de voir les situations d'élèves qui étaient mises en évidence parce qu'on avait été chercher des cas un peu extrêmes, à mon avis, qui ne sont pas représentatifs de cette population-là en général. Alors, ces cas extrêmes, on va les baliser. Pour moi, les deux extrêmes, c'est ce que vous allez lire en dernière page de votre quotidien préféré au lendemain des résultats du bac. Vous allez avoir Julien, 13 ans, mention très bien au bac. Puis vous allez découvrir qu'il est médaillé d'or au piano, qu'il s'entend bien avec sa famille, qu'il est doué en sport. Et on va vous dire, voilà, c'est ça, ça c'est le modèle du surdoué, qui est aussi situé historiquement, je dirais, il y a 15-20 ans, c'était l'appréciation qu'on avait de ce sujet-là. Alors vous allez avoir un autre modèle, à l'autre extrême, qui va plutôt être du côté des psychologues cliniciens. Il n'y a pas de psychologues cliniciens dans ça? Non? Je les aime bien, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Mais les psychologues cliniciens, ils ont un problème, c'est le même que les profs. Hein. Moi, je suis un enseignant spécialisé, donc je vais avoir le même problème qu'eux. C'est qu'en fait, ils établissent des théories à partir de la clientèle qu'ils observent. Et par définition, un psychologue clinicien, il rencontre des gens qui vont voir un psychologue clinicien. Or, toute la population des hauts potentiels ne pousse pas la porte d'un cabinet d'un psychologue clinicien, pour différentes raisons. Hein. La première, ça peut être le coût. Hein. La deuxième, ça peut être la barrière psychologique. Et puis la troisième, c'est celle qui m'embête un petit peu dans les définitions qu'on trouve dans les livres, c'est qu'en général, ceux qui vont voir un psychologue, c'est plutôt ceux qui ont des problèmes. Ceux qui n'ont pas de problème, ils ne vont pas voir de psychologue. Alors le reportage d'Henri Spécial, la semaine dernière, il montrait une jeune fille de 11 ans qui était en troisième, qui jouait très bien du piano. C'est le premier cas extrême dont je vous parle. Et une jeune fille qui était en bac pro couture, qui avait l'air d'aller quand même plutôt bien, mais qui avait été harcelée, qui avait une dysgraphie, et dont on sentait qu'elle avait eu des problèmes d'intégration sociale, voire des problèmes psychologiques importants de son parcours. Et donc, à cette représentation du surdoué précoce bachelier, à qui tout réussit, a succédé la légende vouloir inverse, c'est-à-dire ils sont en échec parce qu'ils sont trop intelligents. C'est d'ailleurs le livre de Jeanne Suofachan, que vous connaissez sans doute, trop intelligent pour être heureux. Et toute cette vulgate qui a fait Florès il y a une dizaine d'années nous a dit qu'en gros, eh bien, l'intelligence, ça rendait malheureux. Quand on était trop intelligent, on avait plus de chances que les autres d'être en échec, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle et dans sa carrière scolaire. Or, quand on regarde les études scientifiques sur des corps très larges, qui se font sur le plan international, hein, même les métadonnées, qui sont des compilations de données larges en population large, elles nous montrent qu'en fait, les hauts potentiels ne sont pas plus malheureux que les autres, ils ne sont pas forcément plus en échec scolaire que les autres, ils ne rencontrent pas forcément plus de difficultés que les autres. Pourtant, je pense que cette étape-là, historique, elle était peut-être nécessaire pour prendre en compte cette question. On a dû passer du mythe de « tout va bien, c'est formidable », au mythe de « tout va mal, c'est affreux », pour avoir une position peut-être un peu équilibrée, celle que j'espère que nous aurons ensemble ce soir. Alors, bon, moi, ce que je constate et ce qui me paraît important, c'est de considérer cette question plutôt sous l'angle de l'homogénéité versus hétérogénéité. C'est-à-dire que les profils homogènes sont ceux qui réussissent assez bien, voire très bien parfois, et là on est dans la précocité, dans quelque chose de très visible et de très éclatant. Et les profils un peu hétérogènes sont plutôt ceux qui rencontrent des difficultés, qui vont avoir des problèmes soit de scolarisation, soit de socialisation. Et c'est plutôt sur ces profils-là que mon regard, moi, s'est porté. De la même manière qu'un psychologue clinicien voit une clientèle particulière, un enseignant spécialisé voit une clientèle particulière. C'est-à-dire que les hauts potentiels qui ont des bons résultats, mais sans plus, moi, je ne les voyais pas en tant qu'enseignant spécialisé. Et ils sont pourtant là. Alors, continuum, oui, c'est-à-dire que ce sujet, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a un arbitraire des tests psychométriques qui vont dire que certains sont potentiels, d'autres ne le sont pas. Par symétrie, c'est la même chose pour la déficience. Vous savez que quand on fait passer un test psychométrique
qu'on est en dessous d'un résultat de 80, on parle de déficience intellectuelle. Par symétrie, au-delà de 130, on parle de haut potentiel, on parlait de déficience intellectuelle aussi. Mais en réalité, c'est une convention mathématique. C'est-à-dire qu'il s'agit de deux écarts types, du matheux peut-être. C'est une convention mathématique. Quand vous êtes enseignant spécialisé, que vous travaillez sur les troubles cognitifs, que vous avez des élèves déficients ou avec des troubles lourds, vous voyez que des fois, entre 83 de QI et 76, la différence n'existe pas. Et puis, donc c'est un continuum. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de voir la problématique globale et pas seulement le résultat à un test psychométrique. Enfin, et c'est ça aussi, si j'aimerais apporter quelque chose, c'est ça, c'est avoir une lecture culturelle de la question. C'est-à-dire qu'il faut penser ces questions-là comme on pense tout écart à la norme. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un haut potentiel, il est minoritaire, comme quelqu'un qui est déficient est minoritaire, comme quelqu'un qui porte tout type de particularité minoritaire. Et une partie de cette problématique, ça va être sa rencontre avec le groupe social majoritaire et son positionnement personnel minoritaire. Alors certains vont particulièrement bien s'adapter socialement, en dépit de leur situation minoritaire, et d'autres auront beaucoup plus de difficultés. Alors, je continue. Je vais faire attention, je vais regarder la montre quand même, parce que j'ai tendance à digresser terriblement, si je veux tenir l'heure annoncée. Alors, un sujet à la mode, évidemment, j'ai modifié la petite photo, là, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison qui était sortie, que Morgan Alvaro avait un pistolet, désormais, et se voit bord de la piscine. Évidemment, la vertu scientifique de cette série est très limitée. Le profil qu'elle présente peut exister, mais il serait grandement dommageable que tout un chacun imagine que c'est un portrait type et que tous les hauts potentiels intellectuels sont comme elle. Alors, on a aussi... alors que moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était un peu confidentiel, hein, vraiment. Aujourd'hui, c'est très à la mode, c'est assez amusant. Donc on entend beaucoup parler du haut potentiel intellectuel, il y a des reportages à la télé, il y a des séries, toute une série de choses. Ça ne va pas toujours dans le sens d'une meilleure connaissance du sujet, mais au moins on en parle. Et on tend à nuancer, affiner et mieux présenter les choses. Alors il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'avant, hein, puisque de toute façon, en statistique générale, c'est par convention 2,3% de la population. Moi, je mets 3% parce que je parle du continuum et qu'il n'y a pas une barrière avec un ticket d'entrée à 129 de QI, on n'y est pas, à 131, on y est. Parce que d'abord, le test psychométrique, c'est quelque chose, c'est un instant T. Et puis, bon, il y a des variables interpersonnelles, évidemment. C'est une réalité scolaire. Ça aussi, on a du mal à le faire entendre. On l'accepte de mieux en mieux, mais c'est difficile dans les classes parfois de l'admettre que il y a probablement au moins un élève concerné par classe de manière statistique. Et pas seulement dans les filières d'excellence. Moi j'étais enseignant en lycée professionnel, j'ai rencontré beaucoup d'élèves de ce type-là. Certains le savaient, d'autres l'ignoraient, certains avaient une identification, pour d'autres, moi j'avais l'intuition qu'ils appartenaient à cette population-là. Mais en tout cas, il est évident qu'on rencontre une part de cette population un peu partout. Les situations sont très contrastées. Et la visibilité accrue de ce sujet, elle se fait par la caricature. C'est ce qu'on a vu dans le reportage envoyé spécial. On a soit la jeune prodige, et d'ailleurs, j'ai noté les premiers mots du reportage. C'est une jeune prodige, je ne sais plus, mais le mot prodige apparaît tout de suite. Puis Élise Lucet, elle s'appuie contre la statue d'Albert Einstein. Donc on mélange un peu tout. On mélange la performance et la réalisation avec les capacités et le potentiel. Pour avoir des performances exceptionnelles, il faut sans doute avoir un potentiel qui le permet, mais le potentiel ne garantit pas, absolument pas les performances. Il y a des gens qui ont un potentiel extraordinaire et qui ne réalisent jamais ce potentiel. Quelque part, c'est leur droit. Parfois, ils en sont empêchés, parfois, ils n'en ont pas envie.
Euh, donc les situations sont contrastées. On a des élèves en échec scolaire, oui. On a des élèves en réussite scolaire extrême. Et puis on a aussi beaucoup d'élèves qui sont dans une infinité de nuances de gris entre ces deux extrêmes-là. Certains se coulent dans le moule, c'est-à-dire un psychologue terrassier qui parlait de Pygmalion négatif. C'est-à-dire qu'en fait, ils collent précisément aux attentes des enseignants. Ils ont 13, sans se fouler, puis c'est ce qu'on a entendu, puis ça va très bien. Pourquoi pas après tout, hein, si ça leur suffit, ça correspond aux ambitions, pourquoi pas. Certains vont même être sous-performants par manque de stimulation ou d'intérêt. On va avoir toutes sortes de profils en termes de résultats et de visibilité en classe. Alors on en parle beaucoup, mais c'est pas nouveau en fait. Hein. Ces profils-là, ils ont toujours existé, sauf qu'on ne savait pas les décrire, on ne savait pas les reconnaître. Alors ça, vous connaissez sans doute, c'est une courbe de Gauss, donc c'est une représentation de la disposition des tests psychométriques qui mesurent l'intelligence, ou qui mesurent, vous vous souvenez de la blague de Binet, là, c'est pas l'intelligence, mais qui mesure le potentiel des performances, que sais-je. Alors, le score n'est pas fondamental. Hein. Essentiel de se dire que l'élève, le jeune, n'est pas limitable à un score de QI. Ce qui est important, c'est la passation, c'est le professionnel qui rencontre le jeune, et c'est l'interaction. Des fois, il y a des tests qui sont très très mal analysés. Il y a des tests qui sont passés par des professionnels de façon très très peu professionnelle. Parfois, il y a des tests aussi qui sont d'une grande richesse, non pas dans le score qu'ils délivrent, mais dans l'analyse qu'ils font des différences dans les sous-tests et du profil de l'élève dans ses performances variées suivant les items. Évidemment, ce n'est pas le score qui détermine seul l'identification, mais sans un test psychométrique, il n'y a pas d'identification. Je veux dire par là, par exemple, que moi j'ai reçu l'appel de quelqu'un, après avoir sorti le livre, qui m'avait été adressé par une personnalité qu'on connaissait en commun, qui attribuait tous les malheurs de son existence à son haut potentiel. Il était au chômage, il habitait chez ses parents, il approchait de 40 ans, il était célibataire, il voulait porter plainte contre l'État français pour discrimination à l'encontre des hauts potentiels intellectuels. Rapidement, je lui ai demandé, mais de quand remonte votre identification Ah non, moi je n'ai pas besoin, je me suis reconnu dans le profil, c'est moi. Puis je connais un sociologue qui m'a dit que oui, j'étais concerné. Ça, c'est quand même une réalité aujourd'hui qu'on rencontre, c'est-à-dire que le test psychométrique, il n'est pas suffisant, mais il est nécessaire. Et l'autodiagnostic, il n'y a rien de plus dangereux. C'est-à-dire que cet individu avait probablement d'autres difficultés qui auraient peut-être été utiles pour lui de traiter, de soigner, que sais-je. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir aussi en termes d'hétérogénéité. C'est-à-dire que quand on se plonge dans ces tests psychométriques et qu'on les connaît un petit peu, on se rend compte que ce qui est intéressant, c'est pas le score global, c'est la différence entre les subtests. Et c'est s'assurer que le jeune n'a pas de différence trop significative entre les différents items de son test. C'est là qu'on arrive, je divulgage un peu la suite, mais quand on a de grandes hétérogénéités à l'intérieur d'un test psychométrique, ça veut dire qu'on a des jeunes qui sont soit porteurs de troubles des apprentissages, qui sont masqués par leur haut potentiel. Typiquement, il y a des jeunes qui sont dyslexiques, les troubles de l'attention, qui sont dysorthographiques. Mais comme ils ont un haut potentiel, ils arrivent à compenser. Mais cette compensation, elle est coûteuse. Ce qui est intéressant, donc, c'est de regarder l'hétérogénéité ou l'homogénéité du profil. En général, moi, chez mes décrocheurs, ils ont très souvent un profil hétérogène. Pour différentes raisons. Alors, ça peut être la présence d'un trouble des apprentissages, ça peut être aussi des choses qui ont été sous-investies. Il y a des jeunes qui vont savoir s'exprimer, parler très bien très tôt, qui vont avoir des aptitudes au calcul mental. J'ai un exemple en tête, mais qui vont se mettre à faire du vélo à 12 ans. Et qui ne vont pas du tout investir ce qui relève du domaine des praxis. Donc, les praxis, c'est la gestion du corps, des gestes, la motricité fine.
Et c'est particulièrement marquant à certains âges. Quand vous avez des élèves à haut potentiel en CP, il se peut que la lenteur de leurs mains les ennuie beaucoup. Parce qu'il y a une sacrée différence entre la rapidité de la tête et la lenteur de la main. Et plutôt que de rapprocher le rythme de la main de celui de la tête, ces jeunes-là qui ont l'habitude d'apprendre plein de mots sans faire d'efforts, qui ont du calcul mental, ils ne vont pas avoir très envie de faire des efforts pour améliorer leur graphie, pour faire des écritures, pour aller vite. Et je prends l'exemple de l'enfant qui ne sait pas faire du vélo à 12 ans. Si on revient dans le modèle de la précocité, peut-être que cet enfant-là est précoce sur le plan du vocabulaire ou des aspects logico-mathématiques. Et sur le plan de la bicyclette, il n'y a aucune précocité, voire même il y a du retard. Il arrive que le sous-investissement d'un item ou d'un domaine d'activité cognitive crée en réalité un retard. D'où le caractère, à mon avis, essentiel d'observer plutôt l'homogénéité versus l'hétérogénéité dans les profils, plus qu'un score, un test psychométrique. Donc je l'ai remis, l'expérience d'être minoritaire, comme toute différence cognitive, c'est aussi une différence sociale. Je prends souvent l'exemple de l'autisme. Vous savez, quelqu'un qui est autiste avec un niveau intellectuel, sans déficience intellectuelle, quand il est dans sa chambre, il n'est pas autiste, il ne souffre pas d'autisme. C'est quand il rentre dans une salle de classe ou dans une entreprise que sa différence avec le groupe et sa manière d'interagir rentre en, je ne vais pas dire en conflit, mais en dissonance avec le reste. Et parfois, le handicap, avec toutes les guillemets qui s'imposent, c'est cette dissonance. Et cette dissonance, elle est co-construite. C'est-à-dire, s'il y avait 90% de la population qui présentait des traits autistiques, ce seraient les neurotypiques qui seraient des personnes handicapées. Donc il faut toujours réfléchir à cet aspect social. Et quand on travaille avec des adolescents, ce qui a été mon cas au lycée, cette expérience de la minorité, on la voit très fort. C'est-à-dire que soit on a des jeunes qui surinvestissent cette excentricité. J'ai le souvenir d'un jeune homme qui ne portait que du vert, de la théâtre, qui est passionné de théâtre. Au théâtre, le vert porte malheur. Par esprit de contradiction, il s'habille en vert. C'est comme il était très congruent et qu'il avait un profil de HPI complet. Il était en vert, des sous-vêtements, chaussures, il était en vert. Tout le monde l'appelait le nain vert à l'école. C'était pas très grand. Donc, certains vont pousser cette expérience d'être minoritaire jusqu'à l'excentricité sociale. D'autres, en revanche, vont pousser cette expérience d'être minoritaire jusqu'à la position d'un masque social complet. Masque social qui peut être très invalidant dans le moment. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est un masque social ? C'est le fait de ne pas dire ce qu'on éprouve, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, de ne pas énoncer ses goûts, par peur d'être critiqué. Parfois, ça peut aller même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est, chez ces profils-là, parfois une conformation extrême à la loi du groupe, par mimétisme, pour ne plus être rejeté. Ça, c'est très très dommageable parce que quand on passe des années à dire le contraire de ce qu'on pense, à rire aux blagues qu'on ne trouve pas drôles, à dire qu'on adore ce qu'on déteste, au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on ressent, on ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus tellement qui on est. Et quand le masque se fendit, là, on a le sentiment qu'il y a un grand vide derrière. Alors, bon, série d'obstacles et d'opportunités. Opportunité, d'avoir des capacités d'apprentissage, de compréhension, de rapidité, c'est quand même plutôt une chance. Une majorité des élèves, des jeunes à haut potentiel, vont réussir des études académiques, vont réussir leur intégration dans l'emploi, vont avoir un parcours de vie plutôt satisfaisant. Il y a une enquête qui a été conduite aux États-Unis sur une cohorte large pendant une 50aine d'années. Donc elle a été menée par un psychologue qui s'appelait Terman. On a appelé ces gens-là les termites. C'est-à-dire que ce sont ces gens qui ont été recrutés au début des années 50, à ma connaissance, et qui ont été suivis par des psychologues, c'est une large cohorte, pendant des décennies.
Alors, il y avait sans doute des biais de recrutement au départ, mais il faut savoir que des pays comme les États-Unis, par exemple, testaient assez largement et continuent à le faire à leur population. Donc c'est une cohorte qui est quand même suffisamment large pour qu'elle ait une validité scientifique. Alors on s'est aperçu que ces gens-là avaient plutôt un niveau de bien-être et de bonheur supérieur au reste de la population en avançant dans l'âge. Donc la malédiction du malheur d'être trop intelligent, elle était un peu contredite par ces études-là, plus scientifiques. Mais malgré tout, il y a des risques. Des risques qui sont liés au décalage. Alors, c'est toujours Terrassi, un psychologue, qui a parlé de dysynchronie. Un thème un peu barbare, mais qu'est-ce qu'il entend par dysynchronie? Ce sont des décalages. Effectivement, il y a des décalages multiples. Le premier décalage, c'est la dysynchronie interne. Elle est à la fois, je dirais, mécanique. C'est-à-dire que si vous vous exprimez à 6 ans avec le vocabulaire d'un jeune de 12 ans, vous ne faites pas du vélo comme un jeune de 12 ans. Vous n'avez pas un rapport affectif à vos parents qui est celui d'un jeune de 12 ans. Donc d'abord, il y a des fonctions cognitives, les praxies notamment, qui ne se développent jamais plus vite. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans ne peut jamais faire du vélo comme un enfant de 7 ans, même s'il est capable de développer des capacités cognitives dans les autres domaines. Et enfin, il y a des dysynchronies internes sur le plan affectif. Moi, j'ai le souvenir très vif d'une jeune fille que j'accompagnais, qui était une jeune collégienne, dont la mère m'a dit que sa fille lui avait demandé à 3 ans qu'est-ce qu'on devient après la mort, qu'est-ce qu'on va faire de moi, qu'est-ce que je vais devenir quand je vais mourir. C'est très compliqué d'avoir accès sur un plan rationnel et intellectuel très tôt à des informations qu'on ne peut pas traiter sur un plan affectif. Autre exemple amusant, un adolescent qui me dit « mes parents ont divorcé, ils ne le savent pas encore, ils ont divorcé ». Tout ça, c'est extrêmement insécurisant. Pourquoi? Parce que on croit comprendre des choses parce qu'on est capable de traiter l'information, mais on n'est pas capable de le prendre en charge effectivement. Donc on a entendu, on a vu et on voit souvent dans ces profils-là des retours, notamment en celle de classe ou en discussion pédagogique, on va vous dire oui mais il n'est pas mature. Peut-être que la question de la maturité elle est un peu bousculée par le fait d'avoir accès à des choses difficiles à prendre en charge beaucoup trop tôt. Alors, ensuite, il y a un risque, alors oui, décalage interne, je vous l'ai dit, il y a aussi un décalage social. Quand en 5e, j'ai dit que Georges Brassens est le meilleur des chanteurs, que vous connaissez son répertoire par cœur, et que vous essayez d'en convaincre vos camarades de classe, vous avez peu de chances d'y arriver. Vous avez même parfois beaucoup de chances d'être pris pour un bizarre, pour un idiot, et de recevoir plutôt des moqueries qu'un accueil favorable. Le risque du décrochage scolaire, il est aussi lié à ce décalage. Alors, je vais parler de Pygmalion négatif. Vous savez, Pygmalion, c'est quand l'enseignant dit si tu vas y arriver, et le jeune y arrive. Quand ce qu'on vous propose est en deçà de vos capacités, on vous demande de sous-performer en réalité. Et dans mon livre, moi je parle de paresse apprise, mais il y a des jeunes pour qui finalement on les sollicite tellement peu à l'école qu'on les habitue à ne pas faire d'efforts, à regarder mollement 5 minutes l'énoncé, et puis à se couler doucement dans une routine molle. Et puis ces jeunes-là qui ne sont pas sollicités, qui sont en sous-régime, qui s'ennuient, ils désinvestissent un petit peu les apprentissages, et puis ils n'apprennent pas à travailler, ils n'apprennent pas à apprendre, ils n'apprennent pas l'effort. Et du jour au lendemain, alors ça varie, certains c'est tôt, d'autres c'est tard. J'ai envie de dire, le plus tôt c'est, le mieux c'est. Imaginez un élève qui a de très bons résultats sans jamais rien faire, et qui soudain se retrouve confronté à la première difficulté scolaire de sa vie en classe préparatoire. C'est des exemples, sont des exemples connus. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est très simple, c'est un effondrement dépressif, un effondrement narcissique. Je réussissais tout sans effort. Soudain, je dois faire des efforts. Hélas, je ne sais pas comment m'y prendre. Et vous avez des jeunes qui vous disent, mais je ne sais pas apprendre. Alors les enseignants leur disent, non, mais
Arrête de te moquer de moi. Non, mais je ne sais pas apprendre. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, une des clés de la réussite scolaire, c'est pas seulement l'intelligence, c'est pas le milieu social des parents, c'est plus ce qu'on appelle scientifiquement la métacognition. C'est ce que je sais que je sais. Ce sont les méthodes que j'applique à ma manière d'apprendre. Et tous les gens qui réussissent très bien scolairement ou académiquement, ils ont une bonne métacognition. En général, ceux qui ont un haut potentiel et qui échouent, ils ont une très faible métacognition. Quand ils savent, sans apprendre, ils ne savent pas comment ils savent. Et puis quand tardivement ils sont obligés d'apprendre, ben là, ils ne savent pas par quel bout prendre le sujet. Et aussi, on se retrouve face à des jeunes qui ont construit une estime d'eux-mêmes sur leur capacité d'apprendre sans effort. Et parfois, la blessure narcissique du 7 sur 20, elle est insurmontable. Parce qu'elle survient, c'est une tempête dans un ciel bleu, qui n'a pas été prévue et annoncée. Donc ça, c'est une des raisons aussi du risque, notamment pour les sous-performants, les sous-performeurs ou les sous-réalisateurs. Il y a aussi un autre danger que je perçois, moi, plutôt du côté des profils d'évitement, de phobie scolaire, de difficultés. C'est le modèle du masque social. Ce sont des jeunes qui construisent une identité factice pour correspondre au groupe et qui, un jour, sont démasqués. Ils perdent la face, de manière presque au sens propre du terme. Et ce perdre la face, ça devient une honte insurmontable. Et on rentre parfois dans des logiques de phobie scolaire, par la phobie sociale, par le rapport aux autres élèves. On a aussi des élèves qui ont tellement investi sur le masque social qu'ils ne sont plus en mesure de faire des choix. C'est-à-dire que quand je ne sais plus ce que j'éprouve, ce que je ressens, ce que je pense, comment choisir une orientation? Comment choisir la bonne orientation? Comment savoir ce que j'ai réellement envie? Et là, de la même façon, à des moments un peu charnières, on a des crises importantes pour ces jeunes, les jeunes qui se profilent. Alors, interroger la présence possible de troubles des apprentissages. Il m'est apparu, moi, que beaucoup d'élèves identifiés à haut potentiel ne recevaient pas d'identification pour des troubles des apprentissages dont ils étaient porteurs. Pourquoi? Parce qu'avec un profil hétérogène, là où, je sais pas, je vais prendre un exemple au hasard, trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Un élève avec un profil ordinaire qui a un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, vous lui faites passer un test psychométrique, vous allez voir que l'item mémoire de travail va être pénalisé, et d'autres items, enfin vous allez reconnaître certaines des tâches qui nécessitent une bonne mémoire de travail, ça ne va pas marcher. Et vous allez voir, en fait, cette déficience-là, c'est pas avec un test psychométrique qu'on diagnostique, mais ça se voit. Ça se voit parce que vous allez avoir des jeunes qui vont être parfois sur un item du test psychométrique du côté de la déficience. On va parler de déficit d'attention, par exemple, parce qu'il y a vraiment un déficit qui est visible. C'est-à-dire que la mémoire de travail, elle va être très pénalisée, elle va être très en dessous de la moyenne. Mais un élève qui a un haut potentiel, s'il a un indice verbal à 150 et un indice mémoire de travail ou vitesse de traitement à 120, il sera très au-dessus de la moyenne de 100 avec son 120. Mais en réalité, il a peut-être un trouble du déficit de l'attention sans déficit visible. Et c'est là que je dis, parfois les neuropsys font mal leur boulot parce qu'ils passent à côté de ces profils-là. Je dis, bon, le profil est un peu hétérogène. Parfois, l'hétérogénéité, elle cache un vrai trouble des apprentissages, mais qui n'est pas visible, parce que le haut potentiel masque le trouble des apprentissages, et parfois aussi le trouble des apprentissages masque le haut potentiel. C'est la double peine. Vous allez avoir des élèves qui mettent en place des compensations, ça tient, puis du jour au lendemain, ça s'effondre, parce qu'ils n'arrivent plus à compenser. Et le trouble explose du jour au lendemain. Ou vous allez avoir des jeunes, moi j'ai un souvenir très précis d'une jeune fille qui avait sauté une classe, qui arrivait identifiée comme au potentiel, et qui se mettait à avoir des résultats moins bons en seconde, qui travaillait avec application, qui n'arrivait pas à terminer ses épreuves. Et elle en souffrait parce qu'on lui disait, toi, soi-disant, tu es intelligent, tu as sauté une classe, mais
Tu as vu, tu as 13 à l'évaluation. Pas bonne, en fait. Et en réalité, elle avait un trouble du déficit de l'attention, complètement invisibilisé. Il n'y avait pas de... Elle ne sautait pas dans tous les sens. Elle paraissait attentive. Elle était lente. Il y avait une lenteur. Il y avait une lenteur. La lenteur aussi, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a un filtre entre la tête et la main. Il y a quelque chose qui coince quelque part. Donc ça, il faut être très attentif parce que c'est des jeunes qui ont une difficulté, qui a besoin d'être traitée, adressée, prise en charge. C'est une jeune qui mérite un tiers-temps, même si elle a des bons résultats. Et alors là, c'est là que c'est intéressant, en tant qu'ancien prof, je dis c'est très amusant. Quand on donne un tiers-temps à un jeune qui a un trouble des apprentissages, mais qui a des bonnes notes, on met le feu au système de notation d'une partie des enseignants qui défendent le mérite. Et aussi on met le feu parfois à la hiérarchie que les élèves ont entre eux, et la petite compétition, et puis parfois c'est très difficile à faire comprendre. Mais un jeune qui a un trouble du déficit de l'attention et qui ne peut pas finir son examen dans le temps imparti, il est logique qu'il ait droit à un tiers-temps. Même si, par ailleurs, il a un haut potentiel. Alors, il faut aussi interroger l'existence d'autres difficultés. Je vous ai un peu dépeint de manière très rapide et un peu schématique les difficultés psychologiques qui peuvent intervenir. Il peut y avoir des états dépressifs, des troubles anxieux, il peut y avoir aussi des pathologies psychiatriques, c'est pas exclu. Ces jeunes-là peuvent avoir les mêmes difficultés que les autres. Et parfois, l'addition, c'est compliqué. Quand il y a l'addition d'un trouble psychiatrique avec un haut potentiel, le haut potentiel, il va fonctionner comme un carburant, il va donner encore plus d'intensité au trouble. Je vais prendre un exemple encore fictif. Imaginons quelqu'un qui a un trouble de l'humeur de type bipolarité avec un haut potentiel. Les phases maniaques de quelqu'un qui a un trouble de l'humeur, une bipolarité, c'est, vous savez, une activité cérébrale, une activité physique très intense, très poussée, très excessive. Si vous ajoutez un haut potentiel par-dessus, c'est encore plus poussé, encore plus intense, ça va encore plus loin, c'est encore plus extrême. Et en fait, ça fonctionne un peu comme un carburant. Donc toujours se poser des questions quand on a des élèves en difficulté. Et c'est en ça que la légende noire un peu des trop intelligents pour être heureux, elle nous fait passer à côté de profils parfois qui ont un haut potentiel et un autre problème. Et souvent, c'est plutôt le traitement de l'autre problème qui leur serait bénéfique plutôt que de leur dire « Ah là là, tu as un haut potentiel, c'est normal ». Bon, je prends là aussi des cas un petit peu extrêmes, un peu stéréotypiques. Alors je parle de la littérature pour ce cas-là, mais qui me semble vraiment ressembler beaucoup à des profils qu'on voit, notamment chez les adolescents. C'est le personnage du roman de Salinger, sorti en 1953 à la Trappe-Cœur, Holden Caulfield. Ça vous parle peut-être? C'est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, lisez-le si vous ne l'avez pas fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Holden, il a 15 ans, il abandonne le lycée parce qu'ils sont nuls. Et l'histoire du livre, c'est les 3 jours qu'il passe entre le lycée qu'il a abandonné, qui est une pension pour jeunes gens fortunés, et l'appartement de ses parents à New York. Donc il déambule pendant 3 jours, il boit de l'alcool pour la première fois de sa vie, il va dans un club de jazz, il monte à l'hôtel avec une prostituée, mais il ne se passe rien parce qu'il est trop tendre et tant mieux. C'est prototype parce qu'il regarde le monde des adultes avec une lucidité désespérée. Mais il éprouve son expérience avec une affectivité naïve, enfantine. En fait, tout le blesse, tout le heurte, tout le dégoûte à l'excès. Vous allez avoir des jeunes comme ça qu'on rencontre qui sont très intenses, très idéalistes et très anti-système scolaire, dont ils savent dénoncer les incohérences, les injustices, avec parfois beaucoup d'à propos. Et on a des jeunes aussi qui nous percent à jour, nous, en tant qu'adultes, qui voient bien qu'on a des discours parfois qui sont un petit peu moralisateurs et qu'en réalité, ils perçoivent d'autres choses derrière. Ils voient bien nos contradictions, ils les pointent. Et ils sont déçus. Ils sont déçus par ce monde-là, par les contradictions, par notre vie d'adulte. Et parfois, on leur renvoie un modèle
tant qu'enseignants en tout cas, qu'ils n'ont pas envie auxquels ils n'ont pas envie d'adhérer, ils n'ont pas envie de nous ressembler. Donc ça, c'est un profil assez courant. Des jeunes qui sont en décrochage et qui sont en opposition avec l'école, et qui argumentent. Et souvent, on se trompe sur ces profils-là. C'est-à-dire qu'on les voit comme des petites machines rationnelles qui discutent comme des adultes, mais en réalité, on ne voit pas l'affectif derrière. C'est-à-dire que... Et on peut le voir qu'à certains moments. Moi, j'interroge les parents, est-ce qu'il y a un rituel du coucher? Comment ça se passe quand ils s'endorment? Comment ça se passe quand il y a une séparation, quand il prend le train et qu'il s'en va? Parce que c'est là qu'on voit vraiment la maturité affective. Et vous allez avoir des jeunes qui ont pris des places de petits adultes dans leur vie. Vous savez, c'est celui qui me dit mes parents ont divorcé, je sais pas. Il gère tout, il a réponse à tout, il sait tout. Et en réalité, effectivement, derrière, il est angoissé, il a des besoins d'enfant, en fait, tout simplement. Donc toujours à interroger, c'est aussi la dissonance affective-cognitive. Et parfois on est trompé par capacité d'argumentation. Alors, Constance, c'est une jeune fille que j'ai rencontrée, avec qui je suis toujours en contact. Constance, c'était une lycéenne, elle est aujourd'hui à l'université en Master 2. Elle va faire une thèse de doctorat très probablement en philosophie sur Henry David Thoreau, le philosophe américain, qui vivait dans une cabane, qui s'est isolé du reste de la société pour vivre dans une cabane et écrire de la philosophie. C'est assez amusant parce que quand je l'ai rencontrée, Constance, elle venait plus en classe, du jour au lendemain, elle a refusé de se lever, elle venait plus en classe. À la surprise générale de sa famille, de tout le monde, de ses camarades, de ses enseignants. Puisque Constance était populaire, dynamique, elle avait des bonnes notes, elle était très souriante, elle avait une vie sociale qui semblait riche et intense, elle était déléguée de sa classe, c'est une jeune fille pimpante, à qui tout semblait parfaitement réussir. Puis un jour, elle n'a pas réussi à se lever. Elle n'a plus pu aller à l'école pendant de longs mois. Elle a été prise en charge sur un plan psychiatrique, elle a été déscolarisée, elle a fait l'objet d'un retour en classe accompagné, médicalisé, enfin, vraiment une situation très complexe. Constance, elle réalise à la perfection cette emprise du masque social. Alors, elle m'a fait le gentil présent de m'autoriser à publier dans mon livre un extrait d'une petite nouvelle qu'elle a écrite quand elle était à l'université. Je vais vous la lire. Face à moi s'exposait une masse d'élèves tous semblables. Même vêtements, même coupe de cheveux, même intérêt. Le caractère unique de tout ce que j'observais se noyait dans un ensemble confus, à l'aspect uniforme. Rares sont les souvenirs qui me restent de cette époque. Je pense que mon esprit a préféré s'en défaire. Néanmoins, il y en a un qui ne me fut jamais permis d'oublier. Lors d'un après-midi d'apparence tout à fait banale, une amie avec qui je parcourais les boutiques trouva pertinent de me demander mon avis sur une veste qu'elle paraissait apprécier. Alors que j'entr'ouvrais les lèvres pour rétorquer l'habituel « j'aime beaucoup », je me vis incapable d'en prononcer un seul mot. Et, pour la première fois, je décidai de lui faire part de mes pensées. Même si les mots prononcés restent aujourd'hui vagues, je pense lui avoir globalement expliqué que tout le monde possédait cette veste, et que le principe de devenir délibérément un clone m'était totalement étranger. Nul besoin de préciser que quelques jours après, je vis cette même amie, vêtue de la veste en question. Je n'avais pas ma place parmi ces gens. Avec ceux que j'appréciais, je discernais, malgré l'amitié qui nous liait, un fossé invisible qui se creusait dans l'ombre. Et je regardais, impuissant, ce gouffre de plus en plus profond, tentant de le remplir, à coups de discussions creuses et de rires artificiels. Troublé par cette différence flagrante entre moi et les autres, je m'enfermais dans une bulle d'anxiété, si bien que rapidement, je n'acceptais plus d'être emprisonné dans une salle de classe. Pourquoi les larmes me montaient-elles aux yeux lorsqu'on me parlait de l'école? Car ce n'était pour moi rien d'autre qu'un lieu de désespoir, où je regardais paralysé les autres se déplacer comme de parfaits étrangers, m'obligeant à supporter ma différence
que je traînais déjà avec une grande peine. Tenter de le cacher était impossible. Autant dissimuler son boulet de forçat sous un maillot. Et cela continua longtemps, jusqu'au jour où le fardeau, devenu trop important, m'empêcha de me lever. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Alors quand je lui ai demandé quand ça avait commencé, Constance, elle m'a dit en 6e. Je vous dis, elle était déléguée de classe, hein. Elle était populaire et visiblement très épanouie, aux yeux de tout le monde, pendant des années. En réalité, sa situation, elle s'explique assez bien. Alors c'est un psychologue anglais que vous connaissez peut-être, qui a fait des travaux notamment sur la psychologie des enfants, psychologue et psychanalyste, qui s'appelle Donald Winnicott, qui a théorisé le concept de vrai self et de faux self. Qu'est-ce que c'est le vrai self? C'est ce que j'éprouve authentiquement. J'arrive le matin au bureau, après les vacances, je vois ma collègue, j'ai envie de lui dire oh, qu'est-ce qu'elle est moche ta robe, t'as pas pris du poids pendant les vacances. Alors, je caricature volontairement, mais le vrai self, c'est ce que je pense et que j'éprouve authentiquement. Le faux self, c'est, disons, ta bonne mine, Martine, ça fait plaisir de te retrouver. Évidemment, je caricature. Bien sûr, nous faisons tous usage de vrai et de faux self. Imaginez un monde. Et là, il y a des gens qui n'ont que un vrai self. Ça se retrouve, vous savez, les cérébrolésés, les gens qui ont un accident dans la zone pariéto-frontale, là, c'est le syndrome frontal. Ça vous parle ou pas? C'est terrible, hein? Ce sont des gens qui ont reçu un traumatisme sur l'avant de la tête et qui vivent sans filtre à l'issue de ce traumatisme-là. Donc vous avez des gens, mais vraiment, qui avaient des vies très intégrées socialement et qui se mettent dans des situations épouvantables parce qu'ils disent ce qu'ils pensent sur l'instant et ils font ce qu'ils désirent sur l'instant à tout moment. C'est catastrophique. Hein. Donc ça, c'est quand on n'a qu'un vrai self. Là, quand on n'a qu'un faux self, on est comme Constance. On dit tout le temps ce que les autres ont envie d'entendre, on fait tout le temps ce que les autres ont envie de voir, on fait plaisir. Et quand on fait ça pendant des années, au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on pense, on ne sait plus ce qu'on ressent, on ne sait plus qui on est. Et puis aussi, c'est un boulot. C'est-à-dire que se dissimuler, interpréter, comprendre ce qui plaît aux autres, vous savez, la norme, c'est pas comme la règle. La règle, c'est bien, on l'a mis une fois, puis on la respecte, c'est bon. La norme, c'est toujours mouvant. Quand on est en dehors de la norme et qu'on a envie d'y coller, on a toujours besoin de s'adapter, de s'ajuster, d'écouter, de comprendre, d'analyser. En réalité, c'est épuisant. C'est un travail de tous les instants. Faire semblant de penser comme les autres et d'être comme les autres. La Constance, elle a réussi à faire ça pendant des années. Puis un jour, elle a plu. Ça, c'est pas un hasard, je vous ai mis des profils masculins-féminins, parce que, comme pour toutes les différences, notamment tous les troubles cognitifs, les filles, elles font beaucoup plus bonne figure. Si vous regardez dans le trouble du spectre autistique, trouble de l'attention, tous les troubles, on va vous dire, plus de garçons que de filles. Je sais pas, moi j'ai l'impression que les filles font un effort de conformation beaucoup plus important et sont sous-diagnostiquées quand il s'agit de pathologie, identifiées pour le haut potentiel. Puis aussi, vous savez, les garçons, ils font du bruit quand ils sont en inconfort plus facilement. Ils dérangent dans une salle de classe. Donc quand on dérange, on a souvent une réponse. Quand on ne dérange pas, quand on ne regarde par la fenêtre, qu'on ne fait pas de bruit, qu'on déprime en silence, souvent il n'y a pas de prise en charge. Il y a moins souvent de prise en charge en tout cas. Alors, derrière le masque social, donc faux self, vrai self, vous avez compris le concept. Motivation extrinsèque versus motivation intrinsèque. Alors dans le documentaire d'Envoyé spécial, c'était très bien rendu. Qu'est-ce que c'est les motivations intrinsèques? C'est l'envie que j'ai de faire quelque chose. Par exemple, ce soir, là, moi, je suis très content d'être là avec vous. Je ne gagne rien du tout à la fin, je ne suis pas payé. Si je bois un verre, merci Stéphane. Et le plaisir des noix. Mais j'ai un vrai plaisir à venir partager avec vous sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc c'est une motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est si Stéphane m'avait promis un chèque de 2000 € pour cette conférence. Là, j'aurais eu une motivation extrinsèque. Ou alors une décharge électrique si je faisais une mauvaise conférence. C'est une autre motivation extrinsèque. Souvent, en fait,
les jeunes à haut potentiel, ils ont eu l'habitude d'être en décalage, ils se passionnent pour des choses, et puis ils se désintéressent pour d'autres, et puis comme ils ne sont pas nourris, pas très motivés, quoi. En tout cas, les motivations extrinsèques, elles ne fonctionnent pas bien pas aussi bien qu'avec les autres élèves. Donc les motivations extrinsèques en classe, c'est la punition et la bonne note. Vous allez avoir des élèves qui se fichent un peu d'avoir 11. Par contre, si soudain vous vous mettez à parler d'un sujet qui les intéresse, ils vont lever la main, ils vont vous couper la parole, ils vont vous poser des questions, ils vont venir vous voir à la fin du cours. Vous allez vous rendre compte qu'ils en savent beaucoup plus que ce que le programme... Ils ne l'ont pas fait pour obtenir une récompense, ils l'ont fait parce que ça les intéresse profondément. Donc, ces jeunes-là sont plus souvent animés par des motivations intrinsèques que par des motivations extrinsèques. Deuxième point, c'est le locus de contrôle paradoxal. Un autre mot compliqué. C'est quoi le locus de contrôle? C'est la responsabilité que je m'attribue dans ce qui m'arrive. Vous échouez au permis de conduire, vous rentrez à la maison, vous dites l'examinateur est une peau de vache, j'ai pas eu le permis. Vous avez un locus de contrôle externe. Vous rentrez à la maison, vous dites j'ai pas eu le permis, je suis vraiment le dernier des nuls. Vous avez un locus de contrôle interne. Souvent, eux, ils ont un locus de contrôle paradoxal. C'est-à-dire qu'ils s'accusent de leurs mauvaises notes, de leurs mauvais résultats, et ils ne s'attribuent aucun mérite pour leurs bons résultats. Dans le reportage, dans les spéciales, il y avait la jeune fille avec les cheveux en rouge, là, qui montrait ses bulletins, puis on voyait qu'elle avait des problèmes de graphie, effectivement, avec les graphiques. Et puis il dit, ah mais quand même, vous avez eu 15 et 19 en anglais. Ah oui, mais l'anglais, c'est facile, ça a toujours été facile. Ça, c'est typique, c'était le locus de contrôle paradoxal. C'est-à-dire que la même jeune, si elle a un 8, je sais pas moi, en maths, elle va dire, je suis vraiment la dernière des nuls, et elle va avoir une estime de soi affaiblie. Parce qu'en fait, elle n'est pas renforcée par les bonnes notes, mais elle est diminuée par les mauvaises notes. Alors, j'en fais pas une règle, hein. Ça, c'est moi qui le dis, mais à mon sens, ils ont un locus de contrôle paradoxal. Je n'ai pas un échantillon de 10 000 élèves qui me permet de le dire, mais instinctivement, c'est ce qui m'apparaît. Et c'est confirmé dans le documentaire dans les spéciales, au moins pour cette document. Faible estime de soi, oui. Pourquoi ils ont une faible estime d'eux-mêmes? D'abord, ils ne rencontrent pas une chose qui est très importante pour construire l'estime de soi, c'est le renforcement positif. Quand vous dites « j'adore Georges Brassens », on me dit « ah, c'est nul ». Alors que quand vous dites, je sais pas moi, j'adore Black M, vous avez peut-être 10 personnes qui disent « ah, génial ». Donc vous avez un renforcement positif. Donc vous êtes renforcé dans votre estime de vous-même. Parce que vous rencontrez des retours positifs en miroir, vous avez des rétroactions positives par rapport à ce que vous dites ou faites. Quand vous êtes toujours bizarre et excentrique, vous rencontrez toujours des rétroactions négatives. T'es chelou, t'es bizarre, c'est nul ton truc, c'est moche, c'est pas intéressant. Et donc ça pénalise la construction d'une estime de soi solide. Ça, c'est propre aux minoritaires en général. Ah oui, je connaissais peut-être c'était l'illustration précédente, cette série des années 90, dessin animé, Daria. Il n'est écrit nulle part que Daria est HPI, mais je trouve que ça ressemble furieusement à ça. Daria, et toi, quels sont tes objectifs? J'en ai pas. Oh, je t'en prie, Daria. Tu te dois d'avoir des objectifs dans la vie. Mon but est de ne pas me réveiller à 40 ans pour m'apercevoir avec amertume que j'ai gâché ma vie dans un boulot que je déteste parce que j'ai été forcée de choisir une carrière quand j'étais jeune et innocente. Mais les Daria, j'en ai connu plein en fait, en réalité. Ils ne sont pas du tout à leur place. Ils ne sont pas du tout dans les questions qu'on leur pose. Qui ne sont pas dans le coup d'après, qui sont dans plein de coups d'après. Là, la prof, elle lui dit « qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine ?» Elle est déjà angoissée par... elle n'a pas envie de ressembler à cette prof qui a raté sa vie à ses propres yeux. Et oui, c'est ça qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi très urticants, ces jeunes-là. Parce qu'ils vont dire à leur prof « j'ai pas envie de rater ma vie comme vous ». C'est rarement agréable à entendre. Et pourtant, derrière ces attitudes qui peuvent être parfois provocantes, il peut se cacher de l'angoisse, du mal-être, et des préoccupations qui sont authentiquement... des difficultés authentiques. Je continue. Ah non, ça ne va pas continuer. Je sais pas ce qu'il y a. Ah si. Dans les retentissements scolaires. Il y a des retentissements scolaires... alors la scolarité, soit dans la scolarité, soit dans la socialisation avec les autres élèves, ils sont souvent trop, pas assez, il y a souvent quelque chose qui déborde. En tout cas, pour ceux qui se coulent le moins dans le moule.
Le risque de devenir un personnage, c'est un risque réel. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui ont des capacités, mais qui détestent les profs, le système scolaire et l'école, et qui ne veulent pas ressembler à leurs camarades qui vont, je ne sais pas, moi, en école de commerce ou en fac de droit, et qui, pour maintenir une posture rebelle, vont saboter les belles études qu'ils auraient pu faire. Par volonté d'excentricité, ou par adhésion complète à leur personnage. C'est-à-dire qu'au lieu d'être blessés par l'excentricité qu'ils auraient renvoyée, ils vont en faire une identité. Et cette identité excentrique, ben, c'est bien par moment. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. C'est-à-dire que des artistes qui vivent bien de leur art, il n'y en a pas tant que ça. C'est plus facile d'être un comptable qui gagne bien sa vie qu'un artiste peintre. Et puis, il faut comprendre qu'il y a des rôles sociaux. Parfois, ils ont du mal à comprendre cette nécessité de porter des habits sociaux. Et parfois, certains, bah, ils vont pas aller vers quelque chose qui leur aurait plu, qui aurait été intéressant pour eux pour des questions d'identité. La fac de droit, monsieur, non, vous avez vu comment ils sont habillés? Oui, mais pour toi, alors, ce serait bien. Et ça passe pas. Donc, c'est un risque, ça, l'excentricité, le fait de devenir un personnage. Les mauvaises relations avec les enseignants, c'est un risque aussi. J'ai pas dit trop de mal des profs, j'en suis un, et puis il y en a quelques-uns dans la salle. Mais on a quand même des collègues qui n'aiment pas beaucoup ces profils-là. J'ai animé une formation dans un établissement que je ne citerai pas il y a quelques mois. La principale voulait absolument une formation sur cette thématique, c'est elle qui m'a contacté. J'y suis allé très content, avec le même sourire qu'aujourd'hui. En fait, je suis rentré dans une guerre civile interne à l'établissement, puisqu'il y avait un dispositif mis en place pour les élèves au potentiel intellectuel. Donc il y avait des militants anti-dispositifs, des militants pro-dispositifs. Et moi, je suis arrivé avec mon gilet pare-balles au milieu. Alors, sans blaguer, parce que si j'exagère un petit peu, j'ai aussi une trait, mais on a des collègues enseignants, pour ceux qui sont profs, il y a des enseignants qui ont une posture de propriétaire légataire du savoir. Et puis de je veux pas voir aussi, je pense, HPI ou tout autre profil qui sort de la norme. Ça n'existe pas. C'est... Mais c'est plus pratique parce que ça permet de maintenir... C'est obligé à se remettre en question, mais... Eh oui, et puis c'est pratique pour la notation, c'est pratique pour les appréciations sur le bulletin, c'est pratique pour les jugements. On classe, on juge, c'est facile. On ne se pose pas trop de questions au-delà, mais c'est un petit peu battu en brèche parce qu'on sait aujourd'hui. On peut plus se contenter de dire aujourd'hui que les plus méritants sont ceux qui ont les meilleures notes, et les moins méritants sont ceux qui ont les plus mauvaises. Et au-delà de ça, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, on a des identifications, c'est quand même scientifiquement établi, que c'est pas juste une volonté des parents de se démarquer et de faire des intéressants. Par contre, je comprends que ça mette en crise certains dispositifs scolaires. Et au-delà de ça, je parle des professeurs propriétaires. Quand vous êtes le propriétaire du savoir et de l'intelligence dans votre classe et que vous êtes chargé de la transmettre à des gens qui sont plus ignorants que vous, c'est toujours embêtant d'avoir quelqu'un qui lève la main et qui pose des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Puis il y a des enseignants qui vont vous dire, mais ils cherchent à remettre en cause mon autorité. Arrivé, hein. Il y a aussi une confusion parfois entre autorité et autoritarisme. L'autorité, selon le sens étymologique, c'est la vertu qu'on a acquis par ses talents propres. En tout cas, c'est le fait que la parole fait autorité parce que, justement, on a construit une connaissance et une compétence. Et puis, au-delà de ça, ces profils-là, ils exigent qu'on soit capable de dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, je te répondrai demain. Il y a des gens pour qui c'est un terrible aveu de faiblesse de dire « je ne sais pas ». Puis il y en a aussi qui interprètent mal, c'est-à-dire que on a des jeunes qui ont besoin d'être sécurisés. Donc ils vont poser beaucoup de questions. C'est pas pour tester l'adulte, pour voir s'il est bon, s'il est mauvais, ou mettre en difficulté, ou lui faire un croche-patte, c'est pour s'assurer qu'ils peuvent lui faire confiance. Et répondre à un jeune qui est dans ce genre de stratégie, écoute, je ne sais pas, je vais chercher, j'essaie de te répondre demain, ça le sécurise. Donc si vous faites semblant de savoir ce que vous ignorez, alors là, lui, il va fermer son cahier, c'est fini. Hein. La confiance est définitivement perdue. Et bah, ces élèves, comme tous ceux qui dépassent, mettent en crise le
l'ordre ordinaire de la classe. Mais ça vaut aussi pour les élèves handicapés. Moi, j'étais enseignant en Ulysse, et je me suis beaucoup amusé, j'ai ri très jaune, de voir la manière dont certains collègues, au nom du mérite ou du bien-être des élèves, s'opposaient à leur inclusion. J'ai le souvenir particulièrement criant d'un spectacle de théâtre, organisé pour lever des fonds pour un jeune handicapé en fauteuil roulant. Et ce spectacle, on ne voulait pas que les élèves porteurs de déficience intellectuelle y participent en tant qu'acteurs. Tout a été fait pour les en empêcher. Les enseignants ordinaires, de classe ordinaire, disaient « Oh, mais quand même, vous allez les mettre en difficulté, mais quand même, les autres vont se moquer, mais quand même... » Mais en réalité, c'était pas ça le problème. C'est qu'on voulait montrer autre chose, qu'ils n'étaient pas à leur place sur scène. Par contre, le jeune homme, à qui les profits devaient servir, avait toute sa place, lui, dans le dispositif. Voilà. Je me sers de ce petit exemple pour vous dire que parfois, les têtes qui dépassent, elles viennent mettre en crise le fonctionnement intellectuel d'une partie du dispositif. Donc, décrochant ou décroché, je pose la question, il y a des élèves qui subissent des humiliations, des harcèlements par les autres élèves, mais aussi parfois par des enseignants. Des comportements à la limite du harcèlement, des comportements d'humiliation publique. Quand les jeunes vous disent, j'ai été mis sur la cour, au milieu de l'école, avec ma chaise et mon bureau, parce que je posais trop de questions, ben c'est une humiliation. C'est pas possible de faire des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui restent. C'est-à-dire que c'est un jeune qui m'a raconté ça, et ça lui était arrivé en CM1. Au lycée, il s'en souvenait encore, et ça avait cassé son rapport à l'école. Quand on tire les fils, on se rend compte parfois que ces humiliations-là, ben, elles ont un effet à très long cours. Puis enfin, pour le jeune, ben, le danger, j'espère l'avoir un petit peu balayé, c'est soit l'hyperconformation, c'est se couler dans le moule et s'oublier, la suradaptation, soit l'hyper-excentricité, ou le rejet du moule, ou la posture parfois stérile un peu du rebelle, parce que c'est formidable d'être un rebelle à 17 ans, mais à 40 ans, vous voyez bien, on voit tout ça, c'est plus la même chose, quoi. Puis c'est bien de pouvoir construire une vie collective. Pour les adaptations à la scolarisation, vous connaissez peut-être ça, c'est plus peut-être à la destination des enseignants, évidemment. Voilà, l'approfondissement est toujours à préférer sur l'accélération. La petite fille du reportage d'Envoyé spécial qui a 11 ans en 3e, si elle continue son parcours d'excellence scolaire, qu'est-ce qui va lui arriver avec ses 4 ans d'avance? Elle va avoir 14 ans quand elle ira en classe préparatoire. Et si elle continue à briller, et qu'elle a des ambitions légitimes, elle va se retrouver en classe préparatoire à 600 km, 500 km, 800 km de chez ses parents. Elle n'est pas prête. Ça restera une petite fille qui a besoin de ses parents, qui a besoin d'embrasser ses parents le soir avant d'aller se coucher. Et pour moi, c'est une forme de violence qu'on lui fait de la mettre dans cette situation. Parce qu'on l'a placée dans le cadre de la précocité. Tu vas vite, donc tu vas faire plus vite que les autres, la même chose que les autres. Sauf qu'en fait, des fois, on arrive au bout de cette logique-là. Moi, j'ai le souvenir d'un élève de seconde que je suivais qui avait 2 ans d'avance et qui avait terminé le programme de maths du lycée. Passionné par la physique quantique, qui intimidait beaucoup ses enseignants, qui craignaient les questions qu'il posait. Mais en fait, c'était un petit garçon de 14 ans. Moi, je l'ai suivi alors qu'il n'avait pas de problème. En fait, on me l'a adressé, je le voyais toutes les semaines. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, il n'a pas besoin de moi. Je lui ai dit, on t'a mis ça dans l'emploi du temps, qu'est-ce que tu veux faire de cette heure? Il m'a dit, je veux faire de la programmation informatique. Donc j'avais un bureau, des ordinateurs, il venait programmer sur Python toutes les semaines. Il m'expliquait, je ne comprenais pas grand-chose, mais c'est pas grave. Et finalement, je me suis dit, je vais servir à rien ce garçon. On a discuté beaucoup. Quand il est parti, parce qu'il changeait d'établissement, il changeait de ville, j'ai compris en fait qu'il avait du mal à quitter la salle. C'était le dernier cours. Il y avait quelque chose qui le retenait là. Et il s'était passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est très simple. Il s'était passé une relation de confiance entre un adulte référent et un enfant de 14 ans. Et cet enfant de 14 ans, il était tellement brillant qu'il intimidait tous les adultes autour de lui, qui lui parlaient comme s'il était un adulte miniature, avec respect, déférence et inquiétude. En fait, il avait juste besoin d'être aussi dans son rôle d'enfant. Donc toujours
préféré l'approfondissement. C'est quoi l'approfondissement? C'est pas plus de la même chose, c'est ce sujet t'intéresse? Tu vas préparer un exposé que tu présenteras à la classe la semaine prochaine. Ou ce sujet n'est pas au programme, écoute, c'est pas au programme, mais moi, ça m'intéresse d'en discuter avec toi. Est-ce que tu veux que je te donne des éléments sur ce truc qui n'est pas au programme? Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu veux que je te donne un travail supplémentaire sur cette chose qui n'est pas au programme? Vous allez vous rendre compte qu'ils ne voudront pas faire les exercices en plus qu'on leur donne du programme, mais par contre, quand ils ont du programme, ça les intéresse, ils sont prêts à se donner beaucoup de mal et à beaucoup travailler. Donc toujours préférer l'approfondissement. Les tâches multiples aussi, c'est-à-dire que oh là là, il lit un livre sous le bureau pendant les cours, il dessine tout le temps, il fait ça en même temps qu'il fait ça. Alors, les enseignants, ils ont du mal à comprendre, ils ont du mal à accepter. Ils se moquent de moi, ils dessinent en classe. Parfois, pour certains profils, c'est tellement lent que s'ils font que écouter ce qui se dit, leur cerveau n'est pas nourri, puis il va se nourrir ailleurs. Donc, il vaut mieux qu'ils dessinent, ça leur permettra peut-être d'écouter. Parce que s'ils se contentent d'écouter, ils vont peut-être rien entendre du tout, parce qu'ils vont regarder par la fenêtre, ils vont rêvasser, ils vont penser à une chose. Donc, toujours accepter la tâche multiple. C'est compliqué dans la gestion d'un groupe de classe. Pourquoi lui a le droit de lire un bouquin sous la table, moi j'ai pas le droit? Moi en tant que prof, je fais toujours le test. J'ai dit quoi là? Si le jeune qui dessine, qui lit, qui est capable de répéter ce que le prof a dit, il fait ce qu'il veut. Ça l'aide peut-être même à écouter. Il serait peut-être même pas capable d'écouter sans rien faire. Parce que c'est trop pauvre, ça stimule pas. Là, je ne vais pas développer cette partie-là, les documents pour des adaptations pédagogiques. Quand même un vrai sujet, parce que c'est pas toujours appliqué, parfois difficile à appliquer, mais c'est en tout cas nécessaire d'établir par des documents officiels un diagnostic posé ou une identification et des besoins spécifiques. C'est plus si les choses tournent mal, au moins on a ça. Et puis, bon, ça ne mange pas de pain de mettre en œuvre des adaptations, même si on sait que tous les enseignants ne le font pas. Pas le considérer comme un contrat impérieux. Alors la classe, là on a plein de choses à faire. Ce qu'il faut faire avec ces jeunes-là, c'est de faire de la métacognition. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? C'est quoi tes stratégies? Souvent ils ne savent pas. Il faut les aider à découvrir. Il faut leur faire nommer. Moi, ce que j'ai fait beaucoup en tant qu'enseignant spécialisé, mais avec tous les profils, c'est de les mettre en exercice devant moi. Là, tu fais quoi? Là, tu fais quoi? Là, tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Et surtout avec ces profils-là, le simple fait de mettre sous leurs yeux leur stratégie, surtout quand elles sont pas bonnes, de leur faire voir, de mettre le doigt sur des stratégies inopérantes, ça leur permet de renforcer leur métacognition et de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire. Bon, on est toujours bluffé quand on est... Il y a des tests que les enseignants ne font jamais, qu'ils devraient faire. C'est regarder quand on donne un devoir, quel pourcentage d'élèves dans la classe ont lu l'énoncé jusqu'à la fin avant de commencer. Il est très faible. Quand on fait le test, il est vraiment très faible. Et notamment chez ces élèves-là qui peuvent avoir envie d'aller très vite parce que ça les ennuie. Pourquoi ils iraient l'énoncé jusqu'au bout? Ils ont compris tout de suite, ils ont jeté un coup d'œil, ils ont compris. Quitte à se planter, à tomber à côté. Je le dis un peu de manière familière, mais le hors-sujet peut rapidement être de la partie. Pour ça, c'est métacognition, psychoéducation. Il y a bien sûr d'autres techniques que je connais moins, mais qui sont profitables. Échange entre pairs, alors ça, je l'avais fait de manière expérimentale, c'était très intéressant. Je réunissais des élèves à haut potentiel, d'âges différents, de niveaux scolaires différents. En général, c'était au moment du déjeuner, et on échangeait sur les difficultés des uns et des autres. De manière que moi, je médiais. C'était pas une thérapie de groupe, mais c'était quand même un peu orienté comme un groupe d'échange de pratiques. Je le faisais un peu de cette façon. Et c'est bluffant de voir ce qu'un autre jeune dira à un jeune, à quel point ça marche beaucoup mieux que quand c'est un adulte qui le dit. D'autant plus quand c'est un adulte chargé d'un rôle institutionnel comme nous. Encore mieux quand vous avez réussi à faire comprendre à un quelque chose et qu'il explique à un autre ce qu'il faudrait qu'il fasse, et que vous faites une intervention ciblée par billard interposé, alors là,
Ça marche beaucoup mieux que toute intervention d'un adulte. Ça nécessite évidemment de créer un groupe où il y a de la confiance, où les gens parlent vraiment. Ça nécessite quand même d'aménager quelque chose de solide, de pérenne. Mais ça fonctionne très bien. Et de la même façon, un tutorat, un mentorat, c'est toujours profitable. Les élèves, pour moi, qui sont en décalage et en difficulté, c'est un peu fait de rencontrer régulièrement un adulte qui leur demande où ils en sont scolairement, ce qui se passe. C'est toujours profitable. Quelle que soit l'obédience, théorique de l'adulte, quel que soit le positionnement, c'est toujours profitable un mentorat. Tutorat, un élève plus âgé qui va expliquer certaines choses à un plus jeune. Et ce qui est intéressant souvent, c'est que les profils sont vraiment très très variés. Vous allez avoir des jeunes qui vont être extrêmement populaires socialement, mais qui vont sous-performer scolairement. À l'inverse, vous allez avoir des élèves qui vont surperformer scolairement, mais qui vont avoir des grandes difficultés de sociabilisation. Et le fait de les faire interagir ou de les appareiller peut être aussi extrêmement profitable pour eux. Enfin, quand ils sont vraiment décrochés, pour le retour en classe, évidemment, il faut toujours se dire que le processus de reconstruction sera potentiellement aussi long que le processus de déconstruction. Pensez à Constance, elle fait démarrer ses vraies difficultés en 6e. Moi, je la rencontre en seconde. Jusqu'en terminale, si vous comptez, c'est pas le même nombre d'années. Hein. Et elle a eu des difficultés diverses et variées jusqu'au lycée, jusqu'à l'université, pardon. Et elle continue d'être une jeune femme qui ne va pas aux soirées, qui ne va pas en boîte de nuit, qui ne va pas dans les bars, qui a des amitiés qui ne sont pas dans des grands groupes larges. Elle voit ses amis dans des espaces, dans des safe space, comme on dit en bon français. Et je pense que il faut toujours se dire qu'il faut autant de temps pour refaire ce qui a été défait. Et donc privilégier toujours un retour progressif donc dans les disciplines favorites ou vers les enseignants favoris. Parce que quand on voit ces jeunes-là, quand on regarde les bulletins scolaires, c'est très rigolo. Des fois, on a des résultats excellents dans une matière une année, catastrophiques dans la même matière l'année d'après, et ça change tous les ans. Et en fait, on comprend que c'est la relation de confiance avec l'enseignant particulier qui fait le résultat. Donc quand ils ont un propriétaire du savoir autoritaire qui lui dit arrête de poser des questions, c'est pas au programme, ils croisent les bras, ils font rien, ils les notent. Quand ils ont quelqu'un qui répond à leur curiosité naturelle et les nourrit, ça se passe très bien, généralement. Et toujours proposer des espaces de respiration. Quand on est dans la situation de constance, qu'on est en contrôle permanent toute la journée, c'est épuisant en fait. Une jeune comme ça, elle a besoin d'un parcours de retour en classe très light, hein, même si elle a des très bonnes notes. Et elle m'a confié qu'elle a eu donc son bac avec mention très bien. Ça lui a valu des critiques sur les réseaux sociaux, des gens qui l'ont attaqué, parce que c'est scandaleux, elle venait 6 heures en cours par je ne sais pas combien par semaine, elle a eu des meilleurs résultats que nous, alors qu'elle allait très bien, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi quelque chose qu'il faut gérer sur le plan social. C'est pas la moindre des difficultés. Donc les espaces de respiration sont essentiels. Et enfin, moi j'ai un regard là-dessus qui est absolument pas prédictif. Le point de départ de mon livre, ce qui m'a fait écrire ce livre-là, c'est la rencontre avec un livre et son auteur. Ça s'appelle La Revanche scolaire et c'est un livre coécrit par quelqu'un qui s'appelle Bertrand Bergier, qui est un sociologue de l'éducation, que j'ai eu la chance de rencontrer, et qui est lui très post-bourdieusien, ou dans la suite de Bourdieu, et qui étudie les exceptions à la règle. Par exemple, c'est quelqu'un qui a écrit un livre sur les SDF qui s'intégraient très bien dans l'emploi, après avoir été à la rue pendant des années. C'est quelqu'un qui écrit sur les adolescents qui n'ont pas de téléphone portable. Il a fait un livre là-dessus. Et il a écrit un livre sur les multi-redoublants super diplômés. La revanche scolaire, multi-redoublants super diplômés. Et à un moment donné, il dit l'échantillon sur lequel je travaille comporterait des gens qualifiés de précoces. D'ailleurs, parmi ceux qui redoublent beaucoup, on en voit qui sautent des classes. Donc sans doute que le saut de classe favorise l'échec scolaire
Moi, je lui ai dit, mais vous ne pensez pas que vous faites une causalité? Sauter une classe, ça amène à redoubler, là où il y a peut-être une corrélation. C'est-à-dire que être porteur d'un haut potentiel prédispose à la fois à sauter une classe et à redoubler. Il m'a dit, c'est intéressant ce que vous me dites. Est-ce que ça vous intéresserait de me le prouver? Est-ce que vous voulez faire un travail de recherche pour me le prouver? Donc ça a trotté dans ma tête, j'ai commencé à prendre des notes. Et j'ai jamais fait ce travail de recherche. Enfin si, je l'ai fait, mais pas de manière académique. Et puis finalement, j'ai eu un espace pour entre deux jobs et j'ai fini ce travail-là en écrivant ce livre. Mais c'était ça le point de départ. Et ce que je voulais, c'était montrer qu'en fait, le décrochage et le raccrochage pouvaient être liés sur les mêmes types de profils. Et qu'il y avait des choses particulières pour les faire raccrocher. Alors, déjà, il y a des atouts très forts pour les décrocheurs à haut potentiel, ceux qui ont redoublé plusieurs fois, qui ont arrêté l'école, qui ont été déscolarisés, c'est qu'ils ont une bonne capacité d'apprentissage. Alors, ce que Bergier et Francine, Ginette Francine, disent aussi dans leur livre sur la revanche scolaire, c'est que les gens qui réussissent à faire des études supérieures après un parcours d'échec scolaire avec des redoublements multiples sont en général des lecteurs, de grands lecteurs. Et en fait, c'est d'ailleurs le facteur principal qu'ils trouvent, le point commun principal qu'ils trouvent à leurs multi-redoublants super diplômés. C'est qu'en fait, ils ont continué à lire. C'est que quand ils n'étaient plus en cours, ils étaient encore des lecteurs assidus et voraces. Donc, moi, mes décrocheurs, je leur demande toujours, tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis des livres? Donc, très important de garder ce fil avec la lecture. Parce qu'un lecteur autodidacte, il a les clés pour creuser. Puis parfois, vous allez avoir des jeunes qui ont des intérêts spécifiques qui peuvent paraître très éloignés de la réussite scolaire. Je sais pas, moi je donne l'exemple d'un jeune qui était fan de Stephen King, mais qui avait très mauvaises notes partout. Par contre, il était incollable sur Stephen King, il avait tout lu. Ses enseignants de français ne trouvaient pas spécialement... Je ne trouvais pas qu'il avait spécialement des prédispositions. Mais si vous partez de sa passion pour la littérature fantastique, pour Stephen King, vous pouvez l'aider à remonter sa pente naturelle. Ce garçon-là, il peut faire des études de lettres très vraisemblables. Mais il faut qu'il en ait l'appétit, la compétence et la capacité. Alors, autodidacte, oui. C'est-à-dire que souvent, les HPI, même ceux qui réussissent, ils n'appliquent pas tellement la méthode recommandée. Ils font à leur sauce, hein. Puis ils ont leurs propres sources, et puis ah non, j'ai pas fait comme ça, j'ai fait comme ça. Ça, il faut l'entretenir. Hein. C'est-à-dire que le caractère autodidacte, ils le gardent toute leur vie. C'est-à-dire que même dans les filières classiques ou d'excellence, ils continueront à aller chercher leur miel ailleurs, à fouiller d'autres sources, à aller voir, à creuser. Et la question de l'estime de soi, alors c'est un peu général l'estime de soi. Mais c'est la confiance qu'on a en sa capacité à apprendre. Un élève qui dit « j'y arriverai jamais, je suis nul », c'est très dur. Et souvent, ces parcours-là d'échecs scolaires, même avec un potentiel, conduisent à une mauvaise estime de soi sur le plan de la capacité des apprentissages, ou une sous-évaluation de sa capacité à réussir. Si vous partez en vous disant « de toute façon, j'y arriverai pas », soit vous fabriquez vous-même votre échec, comme ça vous contrôlez les choses. Vous n'essayez pas, donc vous n'y arrivez pas, et puis vous n'êtes pas confronté à l'échec. Soit vous avez beaucoup plus de mal à vous y mettre, vous êtes moins performant, vous sous-réalisez. J'ai mis la tête de John Lennon parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Mais... Donc John Lennon n'a validé aucun diplôme à part l'équivalent du certificat d'études. Il n'a pas eu son équivalent du baccalauréat. Il a redoublé entre 3 et 4 fois. Il a été en colle tout le temps. Vous savez que ces bulletins de colle ont été vendus aux enchères. C'est malheureux, c'est une belle revanche. Et c'est sa tante qui a réussi à le faire entrer dans une école d'art, même s'il n'avait pas l'équivalent du baccalauréat. Il n'a pas fini l'école d'art, il est parti avant la fin. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas prédictif, en fait. Il peut y avoir des réussites qui se construisent en dehors de l'école, même si c'est plus difficile. Pour un John Lennon, combien de décrocheurs qui n'ont pas rencontré le succès, il faut un peu se méfier. Mais ça nous montre aussi, en tant que parents, en tant qu'enseignants, qu'il faut se méfier des prophéties autoréalisatrices
il faut se méfier de ce qu'on dit sur un jeune de 15 ans, de ce qu'il fera de sa vie, de ce qu'il en adviendra. Certains n'ont pas eu des réussites scolaires exceptionnelles et ont des réussites professionnelles qu'il était. Et c'est tant mieux. Et j'aime bien, chaque fois je sors cette anecdote là, sur les valeurs prédictives de ce qu'on voit. Mais à Liverpool, il y avait un prof de musique, il y avait 2 Beatles dans sa classe. George Harrison non, c'était pas John Lennon, c'était pas Ringo Starr, hein, surtout Paul McCartney, merci. Est-ce que Paul McCartney et George Harrison en 4e étaient très bons en musique? C'est pas sûr en fait. C'était peut-être des cancres parfaits en cours de musique. Le type avait quand même la moitié des Beatles dans sa classe de musique. Mais non, mais enfin. Et c'est parfois. Il y a ceux qui survivent à ce jugement très négatif porté sur des scolarités difficiles, puis il y a ceux qui n'y arrivent pas, qui auraient pu faire des choses extraordinaires, et à qui on a tellement dit qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils n'étaient pas bons, que finalement la prophétie se réalise. Voilà, ça, je vais passer rapidement là-dessus. Alors moi, quand j'étais enseignant, j'ai créé un questionnaire d'analyse de la tâche à partir des catégories mentales des sciences cognitives. C'est-à-dire que les gestes mentaux présents dans un apprentissage, ils ont été découpés déjà par les sciences cognitives. C'est-à-dire qu'on sait découper en gestes mentaux la plupart des exercices scolaires. Sérier, identifier, inhiber, activer, comparer. On peut, si on se donne la peine, on peut réussir à décomposer ça de manière très fine. Quand on décompose le travail scolaire d'un élève sur un exercice, on peut le faire. Et à partir de ces catégories-là, moi, j'ai créé un questionnaire que j'adressais à mes élèves et qui était une très bonne vue d'ensemble sur ce qui marchait pas en classe. Et souvent, on se trompe, c'est-à-dire qu'un élève vous arrive, et plus ils sont âgés, plus c'est vrai, avec une étiquette déjà connue. Ah mais moi, monsieur, je suis paresseux. Ah mais moi, monsieur, je fous le bordel. Ah mais moi, monsieur, je comprends pas. En fait, souvent, cette étiquette-là qu'ils se sont appropriées, c'est celle qu'on leur a collée. Ou alors, parfois, ce sont les enseignants, les parents, l'environnement du jeune qui arrive avec une explication toute faite sur sa difficulté. Et quand vous rentrez dans le moteur et que vous commencez à regarder les pièces, vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce qu'on a dit, c'est pas du tout ce que le jeune, parfois, a construit comme identité. Il y a des jeunes qui disent, il y a des jeunes qui vont être dans des postures très rebelles, parce qu'ils vont prétendre maîtriser ce qu'ils ne savent pas maîtriser. Il y a des jeunes qui ont des troubles des apprentissages qui vont transformer en choix délibéré de ne pas écouter, de ne pas suivre, de ne pas avoir envie de réussir. Donc ça, moi j'ai le projet d'en faire une application plutôt gratuite sur un modèle, à mon avis, libre. Donc je travaille à ce projet-là. Pour avoir une meilleure compréhension de la difficulté scolaire et surtout aussi une meilleure identification des troubles des apprentissages, parce qu'on parle d'explosion, vous savez, des diagnostics, mais en réalité, on n'est pas du tout au niveau de ce qu'on devrait trouver. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des diagnostics pour 3, 4, 5, voire plus d'élèves par classe. C'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une grande partie de la population qui n'est pas identifiée, pas diagnostiquée pour ce qui concerne les troubles des apprentissages. Et ces jeunes à haut potentiel, ils sont ils sont à risque de sous-diagnostic de troubles des apprentissages parce que, en réalité, leur potentiel masque les manifestations du trouble des apprentissages. Typiquement, un élève dyspraxique qui n'automatise jamais les gestes, dans les descriptions classiques, canoniques, on vous dira qu'il a une mauvaise graphie. J'ai rencontré une élève dyspraxique qui avait une très belle graphie, parce qu'elle avait les capacités de compenser. Par contre, elle était très lente. Ça, c'est les indices. C'est quelqu'un de dyspraxique, quand il conduit sa voiture, il ne conduit jamais en mode automatique. Chaque geste, première, seconde, embrayage, c'est un geste mental conscient. C'est épuisant. Si vous conduisez, que vous écoutez la radio, que votre enfant vous parle, vous êtes en triple tâche. Ça épuise le cerveau. Ces jeunes-là, s'ils ont un haut potentiel, ça ne va pas se voir souvent, ou ça va se voir très tard, ou ça va se voir différemment. Parfois, ils vont surinvestir ce qu'ils sont censés pas savoir faire. Il va y avoir des jeunes qui ont un trouble dyspraxique, qui font très bien des choses pareilles. Qui font très bien des choses pareilles. Mais c'est coûteux sur un plan cognitif. Donc deux indices, la lenteur et l'attention.
Le trouble de l'attention, les difficultés attentionnelles, elles apparaissent des fois dans des choses qui ne sont pas des troubles de l'attention. Mais parce que quelqu'un qui est dyspraxique, qui conduit sa voiture, qui écoute la radio et qui répond à son enfant qui lui parle, au bout d'un moment, il va avoir des difficultés attentionnelles, il ne va pas avoir le feu rouge, il va faire des erreurs d'attention, parce que son cerveau il est en surcharge cognitive. Donc ça, c'est les indices, vraiment, difficultés attentionnelles et lenteur. J'en arrive à la bibliographie, mais peut-être que vous avez des questions, des remarques. J'ai dû déborder, comme